Daniel Cablan-Duncan a échangé avec le président portugais au terme de sa visite d'amitié et de travail au Portugal. Sur la table, les questions politiques, économiques et diplomatiques concernant la paix et la sécurité. La révision de la liste électorale a débuté aujourd'hui et ce en vue du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues avant la fin de l'année. La CEI a le soutien de plusieurs organisations de la société civile. Mariatou connaît en mission de paix et de cohésion sociale à Bédiala dans le département de Daloa. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes apporte son soutien à la population sinistrée de cette localité. Et puis en Somalie, entre 11 et 15 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque des insurgés islamistes somaliens Shebab contre un hôtel de la capitale à Mogadiscio. Avec un mode opératoire éprouvé, l'explosion d'une voiture piégée suivie d'un commando qui pénètre dans l'hôtel. Madame, Monsieur, bonsoir. Arrivé mardi dans la capitale portugaise, Daniel Cablan-Duncan a entamé une visite d'amitié de travail de 48 heures au pas de course. Le chef du gouvernement a eu un entretien avec son homologue portugais qui s'est soldé par la signature de 5 accords de coopération, des accords dans les domaines du transport, de la santé, de la diplomatie, de la formation et le secteur information, communication, culture. Au terme de sa visite d'amitié de travail de 48 heures donc au Portugal, Daniel Cablan-Duncan a échangé avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. L'entretien a eu lieu dans la ville de Porto. Au cours des échanges, le chef du gouvernement a fait un tour d'horizon des questions d'intérêt commun pour les deux peuples. Le reportage de Sylvie Toury. Clou de la visite officielle du Premier ministre au Portugal, la rencontre avec Marcelo Rebelo de Sousa. Élu en janvier dernier à la tête du pays, ce conservateur modéré s'est engagé dans une nouvelle politique africaine. L'ouverture au continent, au-delà des 5 membres de la communauté des pays de langue portugaise, Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Sao Tomé et Principe. Et la Côte d'Ivoire figure parmi les pays avec lesquels le Portugal veut tisser un partenariat de choix. C'est ce qui explique le réchauffement de la coopération après 40 années de relations diplomatiques. Le Portugal peut apporter à la Côte d'Ivoire son savoir-faire mondialement reconnu dans le bâtiment et dans les services, surtout dans l'agro-industrie pour permettre à la Côte d'Ivoire de moderniser son agriculture et capter le maximum des ressources de la transformation de ses produits agricoles. Après 48 heures de séjour et surtout de fructueuses rencontres avec les autorités politiques et le secteur privé, Daniel Cablan-Duncan est allé dire sa satisfaction au président portugais. Il y a beaucoup de choses, 5 points importants qu'il a soulevés, que nous allons partager d'abord avec le président de la République. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a invité le président de la République de Côte d'Ivoire à effectuer une visite officielle à sa convenance au Portugal. Avant le président Marcelo Rebelo de Sousa, le Premier ministre avait été reçu par le vice-président du Parlement et son homologue portugais avec lequel il avait procédé à la signature de 5 nouveaux accords de coopération. Dans la même veine, sachez que la Côte d'Ivoire envisage son entrée en tant qu'observateur dans l'Association des pays lusophones. Sylvie Touré nous explique comment la chose va se faire. Ce qu'il faut retenir ici par rapport à cette mission, c'est 2 volets. D'abord le volet économique pour attirer tous les investisseurs portugais vers nous et offrir des opportunités à nos entreprises, mais aussi également dans le domaine politique. Vous savez que le Portugal, c'est certes le Portugal avec toute son histoire que nous connaissons, aussi son expérience et tout, mais au-delà, c'est 400 millions de personnes qui parlent cette langue avec des pays africains importants, mais au-delà de l'Afrique, avec un pays émergent comme le Brésil. Donc c'est toute cette population que la Côte d'Ivoire vise à travers ce déplacement. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en train d'envisager la possibilité d'être membre observateur dans l'organisation des pays parlant le portugais. Nous sommes en train de voir comment introduire l'enseignement de cette langue
au niveau de notre système éducatif pour nous donner davantage de possibilités de coopération avec l'ensemble des pays de l'espace lusophone et ceux qui parlent le portugais en particulier. Le Soudan et la Côte d'Ivoire resserrent aussi leurs liens. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République islamique du Soudan était en Côte d'Ivoire. Il a échangé avec Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Abou Sanogo nous dit tout sur leur rencontre. C'est assurant les intérims du président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en mission que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a reçu le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République islamique du Soudan, Kamel Ismaël Saïd, porteur d'un message du président Omar Hassan el-Béchir à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, a également sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire à 2 de ses candidatures à l'Union africaine lors de son prochain sommet prévu pour se tenir à Kigali, la capitale du Rwanda. Autre sujet abordé, les questions bilatérales. Nous avons évoqué avec M. le ministre les relations bilatérales entre nos deux pays et les questions régionales. Nous avons aussi parlé du développement de l'Union africaine et de notre rencontre prochaine à Kigali. Nous avons discuté aussi de techniques, de questions structurelles au sein de l'Union africaine. Nous avons proposé 2 candidatures. Nous allons renforcer notre coopération avec notre pays ami qui est la Côte d'Ivoire. Tout en saluant la démarche de son hôte, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre sa coopération avec la République islamique du Soudan dans plusieurs domaines. C'est rassuré après ces échanges que l'émissaire du président soudanais a pris congé du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Notons que c'est en fin 2015 que le Soudan a ouvert son ambassade en Côte d'Ivoire. Celle de la Côte d'Ivoire en Égypte, ouverte depuis 1978, couvre la République islamique du Soudan. Plus de roaming et de coûts élevés en ce qui concerne les communications téléphoniques entre les populations de l'espace CEDEAO et les pays de l'Interland seront connectés aux câbles sous-marins à partir des pays côtiers. C'est ce qui a été décidé à la 14e réunion des ministres en charge des télécommunications de l'espace à Niamey au Niger. Mamadou Kwasi. Les TIC, technologies de l'information et de la communication, constituent le moteur du développement économique et social des États de l'Afrique de l'Ouest, car prenant en compte plusieurs secteurs d'activité. Mais dans ces différents pays, les investissements dans ces secteurs constituent moins d'1% du budget national, une chose qui freine les efforts des spécialistes de ces secteurs d'activité. À la 14e réunion des ministres en charge des télécommunications de l'espace CEDEAO, la question était au centre des débats. Et nous avons donc suggéré à ce niveau qu'un certain pourcentage du budget de chacun des États, nous verrons à quel niveau le fixer, puisque des études seront faites. Pousser nos États à investir davantage dans les TIC en prenant pleinement en compte l'opportunité que cela représente et surtout les bienfaits. À cela se sont ajoutées d'autres décisions pouvant contribuer au développement de notre espace communautaire et surtout pour le bien-être des populations. Au nombre de celles-ci, la réduction du coût de la communication inter-État. Encore sur l'itinérance entre nos pays, pour faire simple, c'est ramener les frais de roaming à zéro. Donc faire en sorte qu'on puisse communiquer entre pays de la CEDEAO comme si l'on communiquait dans un pays donné. Cette décision peut aider justement nos peuples à mieux communiquer entre eux, au-delà de toutes les mesures qui sont prises pour favoriser le mouvement des personnes, le mouvement des biens, les mouvements de capitaux, etc. Il s'agit ici de favoriser la communication entre ressortissants de cette grande sous-région. La décision d'harmoniser nos politiques en matière de gestion du spectre aux frontières. Vous savez qu'avec l'avènement de la TNT maintenant, et les difficultés que cela peut poser au niveau de certaines des frontières, il faut que nous harmonisions nos positions. C'est ce qui s'est fait. Les décisions de cette rencontre seront soumises à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO en vue de leur application dans les mois à venir au profit des populations. La révision de la liste électorale a débuté aujourd'hui à Dabou, à quelques kilomètres de la capitale économique. Au total, 131 observateurs de la plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire seront déployés dans
toutes les régions. Ils vont contrôler le bon déroulement de la révision de la liste électorale, un processus indispensable à quelques mois du référendum constitutionnel et des élections législatives. Le reportage de Gabriel Zani. Dabou, la capitale de la région des Grands Ponts. Ici, la révision de la liste électorale est présente dans presque toutes les conversations. Quand tu n'as pas les moyens pour te déplacer, bon, tu ne vas pas voter parce que tu n'as pas de transport. Alors quand c'est rapproché comme ça, on peut voter sans se déplacer, sans vraiment dépenser un sou. Voter là où l'on désire, c'est l'une des questions auxquelles répond la révision de la liste électorale, dont le coup d'envoi est donné ce samedi 25 juin dans les locaux de cet établissement à Dabou. L'équipe est composée de 3 personnes. Le chef de centre, quand vous arrivez dans le centre d'enrôlement, il doit vous poser, dès que vous rentrez, une première question. Pourquoi vous êtes là? Depuis le début des consultations avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des communautés religieuses, le président de la commission électorale indépendante n'a cessé d'appeler les populations à participer massivement au processus. Ce samedi, il a réitéré son appel. Ce qui compte désormais aux yeux de la commission électorale, c'est la présence massive des requérants qui viennent se faire immatriculer pour ainsi permettre à notre liste d'être fiable, inattaquable donc, et d'offrir aux uns et aux autres la possibilité de choisir l'élu qu'ils souhaitent. Installés sur cette table de classe, des agents de la CEI ont procédé à une simulation d'enrôlement pour servir d'exemple à l'assistance. Nous avions commencé la sensibilisation dans nos temples, églises et mosquées avant même la cérémonie, parce que c'est un devoir civique. On encourage la population à venir s'inscrire sans un jour de plus, parce que le calendrier électoral est vraiment très serré maintenant. Le nombre de guichets fixes installés dans les locaux de sous-préfecture et mairie passe de 1071 à 1080. La CEI annonce ce samedi qu'au besoin d'autres guichets seront ouverts pour permettre au plus grand nombre d'avoir une carte d'électeur. La révision de la liste électorale se fera conjointement avec l'opération d'identification annoncée par l'Office national d'identification. Une opération destinée à délivrer des cartes d'identité. Maria Toukone est à Bédiala dans le département de Daloa pour parler paix et cohésion sociale. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a rencontré les populations victimes d'une violente tornade en avril 2015 à Boussanogo. Des matériaux de construction pour réhabiliter les demeures du canton Kouon et ceux des villages sinistrés de Bédiala dans le département de Daloa. Un don du gouvernement destiné aux victimes de la violente tornade survenue le 24 avril 2015. Les populations avaient déjà reçu dans les premières heures l'assistance de l'État en vivres et non-vivres. Une mission d'évaluation des conséquences avait eu lieu et des matériaux de construction devaient suivre l'action. Mais elle a été freinée par des querelles au sein des populations. Paix et cohésion à présent retrouvés, les fils et filles du canton Kouon sont venus par milliers accueillir l'émissaire, la ministre Maria Toukone, venue témoigner la compassion du gouvernement. L'image que j'ai vue aujourd'hui de personnes qui étaient antagonistes, qui se retrouvent aujourd'hui, qui se mettent ensemble pour penser à leur canton, à leur département, à leur sous-préfecture, c'est une très belle image. C'est cette image que je salue. Et donc le message du gouvernement, c'est celui de la paix, celui de la réconciliation, celui de la cohésion sociale, celui du rassemblement. Dans cette mission de paix et de cohésion sociale, Maria Toukone avait à ses côtés 2 fils de cette région du Haut-Sassandra, reconnaissant tout comme les populations au gouvernement. Nous sommes heureux et la balle est dans notre camp. Aujourd'hui, le président a besoin de notre cohésion. Et cette cohésion, il faut qu'elle soit effective dans le canton Kouon ici. Je pense que la population est heureuse de l'accueil. Nous disons merci. Merci à Madame le ministre. Merci au président de la République. Les populations sinistrées se sont engagées à œuvrer pour la paix et le développement durable de leur localité et à prendre une part active dans la prospérité de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens ont été formés au Centre d'études financières, économiques et bancaires et ils ont reçu leur diplôme. Ils ont été formés à la gestion de projets et de partenariats publics-privés et d'autres réalités économiques pour le développement. Le reportage de Adama Koni. Alassane Zie Diamouteni
directeur de cabinet du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Un cadre à qui le Centre d'études financières, économiques et bancaires CFEB, Université d'entreprise de l'AFD, Agence française de développement, a donné une autre compétence. Dans mon cas, ingénieur général d'agronomie, agronome, pur et dur technicien. Cette formation m'a permis d'acquérir une dimension supplémentaire, c'est-à-dire la dimension économique et financière dans la prise en charge des dossiers que j'ai eu à gérer dans la suite de ma carrière. Pour l'Agence française de développement, il ne s'agit plus d'appuyer seulement financièrement les États africains. L'AFD veut leur donner des ressources humaines à la hauteur des grands défis de développement. Toute décision que vous devez prendre a des incidences financières et économiques. Et si à des moments précis de votre carrière, vous n'avez pas ces outils-là qui vous permettent de mûrir ou de participer ou de conseiller une bonne prise de décision, toute décision à ce niveau-là, sans la dimension économique et financière, peut être vouée à l'échec. Cette formation-là m'a permis de développer d'autres aptitudes managériales et ensuite affiner mon appréciation de tout ce qui est risque bancaire. Et aujourd'hui, je suis en même de diriger et gérer des projets allant dans le sens du développement. Depuis sa création, ce sont 350 Ivoiriens qui ont reçu des connaissances situées à la frontière entre la recherche et les pratiques opérationnelles éprouvées sur le terrain. Les 8 derniers diplômés ont reçu leur parchemin le mercredi 22 juin dernier à Abidjan, sous le regard d'un ancien de l'AFD, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Les autorités de régulation des marchés publics du Mali et du Bénin à l'école ivoirienne se partagent d'expériences en vue de moderniser les marchés publics dans ces pays. Alvor Assa nous en dit plus. Les performances réalisées par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics en matière de bonne gouvernance dans le système de la commande publique font d'elle une référence dans l'espace UEMOA. Et c'est donc à dessein que le nouveau président du Conseil de l'Autorité de régulation des marchés et des délégations de services publics du Mali, le Dr Ba Alassane, est venu s'inspirer du modèle ivoirien pour mener à bien sa mission. La petite expérience que nous avons eu à noter ici, c'est que c'est une structure qui est en place. On s'est rendu compte que par rapport aux 171 décisions que l'autorité de régulation de la Côte d'Ivoire a rendues, sont des décisions bien entendu crédibles, ce qui signifie en clair qu'ils sont en phase avec les acteurs de la commande publique. Ça, c'est un aspect très important. En même temps, nous nous sommes rendus compte qu'ils travaillent dans la plus grande transparence et dans l'équité. Ça, c'est très important pour nous. La délégation de la RMP du Togo est pour sa part venue chercher des réponses à certaines préoccupations d'ordre technique, organisationnel et fonctionnel pour améliorer ses performances. Pour Koulibaly Nokarna, président de la NRNP, c'est par le partage d'expériences des unes et des autres que les institutions de régulation iront de l'avant. Nous avons les mêmes réalités dans l'espace UEMOA. Et plutôt que chaque fois de s'inspirer d'exemples venant d'ailleurs, il est bon qu'avec les pays amis, les pays de l'UEMOA, nous voyons comment au niveau technique nous pouvons collaborer. L'autorité de régulation des marchés publics du Niger est annoncée pour un voyage d'études les jours à venir. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires fait la promotion de l'arbitrage en Afrique. L'arbitrage est le règlement de conflits commerciaux par un tribunal dans lequel les juges appelés arbitres sont choisis par les parties. L'OADA tient une rencontre ici même à Abidjan avec des hommes de droit pour en parler. On en sait plus avec Justine Seydjike. L'arbitrage est un mode alternatif de résolution des différends commerciaux par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé en général de 3 arbitres, à savoir des juges choisis par les parties. L'arbitrage permet donc de régler un litige sans passer par les tribunaux de l'État et en un temps record. Ce mode de règlement des conflits est méconnu des justiciables africains en général. Pourtant, ce mode est de plus en plus exigé par les partenaires étrangers qui investissent dans les économies africaines. La promotion de l'arbitrage en Afrique s'impose donc. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, et la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, CCI de Paris, s'y engagent. La CCI nous apporte son expertise en matière d'arbitrage. La CCI renforce nos capacités. Il est question que la CCI puisse accueillir des stagiaires de chez nous
que la CCI puisse nous envoyer des experts ici, former nos juges, les gens qui sont chargés de l'administration de l'arbitrage au OHADA. Nous avons depuis longtemps soutenu cet effort d'harmonisation et d'unification du droit des affaires en Afrique, cet effort de promotion de l'arbitrage dans la zone OHADA, et il était tout naturel pour nous d'approfondir cet effort et d'aller plus loin en signant ce partenariat. Ce partenariat est scellé à l'occasion des conférences sur l'arbitrage international qui se tiennent durant 3 jours à Abidjan à l'endroit des hommes de droit. Une grande première pour la CCI et l'OHADA dont le droit s'applique uniformément dans l'ensemble des 17 États membres de l'OHADA. La pénurie d'attiéké n'est plus un secret pour personne. Et si la cause de cette pénurie était attribuée à l'abandon de la production de manioc au profit de l'hévéaculture, aujourd'hui une autre raison a été évoquée, la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Une campagne de sensibilisation a même été lancée dans le département de Jacquesville pour venir à bout de la maladie. Francis Boifo nous explique tout cela. C'est la 4e culture végétale au monde. Le manioc représente la première source de calories et constitue la nourriture quotidienne de plus de 800 millions de personnes. Culture de subsistance à l'origine dans les villages et petites villes, le manioc est devenu une denrée commerciale permettant aux ménagères de se prendre en charge. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. Source de revenus, l'Afrique de l'Ouest produit 30,8% du manioc dans le monde, selon la FAO, soit plus de la moitié de la production du continent africain, 56,4%. Mais, préviennent les experts, la production pourrait considérablement baisser les années à venir à cause du virus de la mosaïque africaine du manioc. Présent déjà dans les plantations en Côte d'Ivoire, ce virus induit des pertes de rendement allant de 40 à 90%, selon des chercheurs ivoiriens. Pour réduire ces pertes, une campagne de sensibilisation sur les maladies du manioc est lancée. Il s'agit d'apprendre aux producteurs à faire la différence entre les plantes malades et saines. On reconnaît une plante malade lorsqu'on la compare à une plante saine. La plante saine est toute verte. La plante malade est un peu jaune. Elle a ce que nous appelons des chloroses. Lorsqu'il contacte qu'il y a une plante qui est malade, il faut qu'il contacte l'ANADER. L'agent de l'ANADER qui les suit. Et nous sommes en collaboration avec l'ANADER. L'ANADER va nous appeler, nous allons aller prendre des échantillons et les tester au laboratoire. Le laboratoire va nous permettre de confirmer si la plante est malade ou non, de caractériser les virus, mais aussi savoir quelle solution trouver pour les paysans. Lancée dans la région des Grands Ponts, cette campagne de sensibilisation sur les maladies du manioc va s'étendre aux 30 autres régions de la Côte d'Ivoire. Il y a 25 à 32 tonnes à l'hectare. Je pense qu'avec les travaux qui sont en train d'être faits dans nos laboratoires, peut-être que nous pouvons arriver à 40, 50 tonnes, pourquoi pas. Et donc, aussi bien continuer l'exportation de la tchéké et des autres produits à partir du manioc et subvenir aux besoins au niveau national. En Côte d'Ivoire, la production annuelle de manioc atteint 2,41 millions de tonnes. Il était aussi question d'agriculture en Guinée pour permettre la mise à exécution des semences, des plants. Des experts se sont réunis là-bas pour en parler. La pêche et l'élevage font aussi partie de ce projet de relance de l'agriculture dans ce pays voisin, c'est-à-dire la Guinée. C'est en tout cas ce que nous dit Noël Nyagnou. C'est un président visiblement heureux qui prend possession des conclusions des travaux sur la coopération agricole Côte d'Ivoire-Guinée. 48 heures durant, politiques guinéens et ivoiriens, les experts respectifs ont défriché, labouré, délimité les champs d'action, examiné les sols pour s'assurer que les graines, une fois mises en terre, vont germer, portant ainsi tout l'espoir du président Alpha Condé, redonner à l'agriculture guinéenne toute sa place. La Guinée a un grand retard à rattraper. Nous avons des terres extrêmement fertiles où nous pouvons produire énormément de café et du cacao. Et si vous vous rendez compte qu'on ne produit même pas 10 000 ou 15 000 tonnes, alors qu'on peut produire au moins 500 000, 600 000 tonnes, etc. Donc nous devons rattraper notre retard. Voilà qui explique le satisfait du propriétaire terrien. J'ai été très satisfait de la délégation, tant les ministres que les techniciens, parce qu'ils se sont comportés comme ils étaient des Guinéens. Et j'ai compris qu'ils partageaient mon souci et ma préoccupation. Donc je suis très optimiste. Le porte-parole de l'heure, le ministre ivoirien de la production animale et des ressources halieutiques, a réitéré toute sa disponibilité et celle de son collègue de l'agriculture et du développement rural à exécuter la volonté politique des présidents
Alpha Condé de Guinée et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Nous sommes des exécutants. Nous attendons les instructions pour nous mettre au travail. La Guinée s'engage à faire en sorte que cette année, il y ait au moins les premiers plans. Nous allons arriver au pays, nous allons recenser les plans et voir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire peut accompagner la Guinée à vraiment aller de l'avant dans le domaine agricole. Dès ce lundi déjà, une délégation d'experts guinéens est attendue ici en Côte d'Ivoire, marquant ainsi la volonté clairement affichée du président Alpha Condé pour réconcilier les conclusions de Conakry avec les exigences qu'impose la relance du secteur agricole de son pays. Ici en Côte d'Ivoire, l'Office ivoirien des parcs et réserves a fait le point des mesures de protection mises en place pour la sauvegarde des forêts protégées. Et lors de la première session 2016 de son comité de gestion locale du parc national du Mont Péco, 2000 occupants illégaux de ce lieu ont été déguerpis. Serge Collier. Le parc national du Mont Péco sera vidé de ses occupants illégaux à partir du 30 juillet prochain. C'est ce qui ressort du comité de gestion locale de cette réserve. Cette première session 2016 a réuni les membres du corps préfectoral de la région du Guémont, les élus, les chefs de village et de communauté, ainsi que les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Au dire du directeur de zone ouest de l'OIPR, le lieutenant-colonel Moïse Zanou, 2000 personnes identifiées vont être déguerpies. Le délai de cette mesure gouvernementale a été proposé à l'issue d'une mission conjointe de quelques membres du gouvernement, de l'ambassade du Burkina Faso, de l'OIPR et d'organismes humanitaires. Dans environ un mois, le processus d'évacuation sera lancé. Le Mont Péco sera fermé à toute forme d'exploitation illégale en vue de la préservation de cette forêt protégée. C'est un défi majeur pour nous. Parce que le parc national du Mont Péco, qui est un parc de montagne, regorge de beaucoup de diversité biologique. Nous pensons que si tout se passe bien, d'ici 5 ans, les écosystèmes naturels vont commencer à se reconstituer et nous aurons gagné tous. Un atelier de suivi du plan annuel d'activité 2016 du Parc national du Mont-Sangbé s'est également tenu à Biancoumans. Dans le cadre du projet de conservation des ressources naturelles, le Mont-Sangbé a bénéficié d'un financement de la France à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ces moyens déployés ont favorisé une meilleure protection du Mont-Sangbé de la vie de tous. La présence de nombreux repailleurs inquiète la population de Dimbokro, une activité réglementée mais exercée par de nombreux clandestins. Eugène Atoubé était à Dimbokro et nous parle des conséquences de cette pratique dans son reportage. Comment faire pour que les populations tirent profit de l'exploitation artisanale de l'or dans la région de Dimbokro? La conférence publique sur le thème « Industrie minière et développement local » cas du département de Dimbokro a été l'occasion pour les autorités administratives locales, les élus, cadres, populations et chefferies traditionnelles d'exprimer leurs attentes. Ils se sont accordés sur la nécessité de faire respecter le code minier, nécessité de faire appliquer aussi l'arrêté du 11 janvier 2016 signé du ministère des Mines et de l'Industrie. Arrêté qui contraint tout exploitant à se soumettre à la législation en vigueur. Non seulement nous allons prendre ces orpailleurs, mais nous allons également appréhender nos frères et sœurs qui les cachent. Dites-le leur, il faut le leur dire. On ne va pas faire de cadeau. Nous allons prendre l'engagement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de faire en sorte que nos parents sortent de l'obscurité en matière de connaissance de la réglementation de la législation minière. Niamie Yao, spécialiste des questions de développement et expert en mines, a indiqué lors de sa conférence que l'exploitation minière est une question qui engage la responsabilité de tous. Une réponse à l'inquiétude des uns face à l'arrivée massive d'exploitants opérant dans la clandestinité et la peur des autres craignant de ne pas bénéficier des retombées de cette exploitation. La mutuelle de développement Agba Sakiari, initiatrice de cette conférence publique, se propose d'engager avec la participation de l'autorité préfectorale des tournées d'information
sur les conditions de l'exploitation minière artisanale en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, une forte déflagration a secoué la capitale somalienne aujourd'hui, suivie d'un épais panache de fumée s'élevant dans le ciel de Mogadiscio. Le Shebab venait de faire exploser une voiture piégée conduite par un kamikaze contre l'enceinte de l'hôtel Naassa Blood situé dans la partie sud de la ville. Entre 11 et 15 personnes ont été tuées dans cette attaque contre cet hôtel de la capitale à Mogadiscio. Tous les assaillants ont été tués selon le maire de la capitale somalienne. C'est la fin de ce journal et merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.